Les draps me semblaient étrangers. Trop rêches. Trop neufs. Avec une vague odeur de désodorisant électrique à la lavande. Et non celle du savon à la verveine citronnée que j'utilise chez moi. Je gardais les yeux fermés. Ma respiration lente et régulière. Un rythme superficiel que j'avais perfectionné au cours des dernières nuits. Mon cœur. Cependant, battait un tambour effréné contre mes côtes. Un oiseau sauvage piégé dans une cage d'os. Depuis le salon, leur voix était basse. Mais les minces murs de la chambre d'amis ne pouvaient rien contre la clarté glaçante de leurs paroles. L'injection est prête, murmura Vincent. Sa voix, d'habitude si douce et prévenante, était aiguë, cassante d'anticipation. Je dissoudrai son somnifère dans sa tisane du soir. Juste un peu plus fort cette fois. Une fois qu'elle dormira, ce sera rapide et propre. Un léger gémissement. Claire. Tu es sûr? Vincent? Et si quelqu'un découvrait la vérité? Découvrir quoi? Se moqua-t-il? Le son bas et guttural. Une vieille femme avec des antécédents d'hypertension qui décède paisiblement dans son sommeil? C'est une tragédie. Ma chérie. Une triste, mais parfaitement naturelle tragédie. Le médecin a déjà signé le constat préliminaire. Le temps que quelqu'un pose des questions, nous serons loin. Et ces biens seront à nous. C'est infaillible. Je me concentrais sur le son de mon propre sommeil fin. Le doux va-et-vient de ma poitrine. J'étais l'agneau, bordé dans son lit par les bouchers eux-mêmes. Il pensait que j'étais une vieille femme fragile, inconsciente et faible. Il pensait que j'étais le plat principal. Mais il n'avait aucune idée que j'avais déjà réécrit le menu. Mon histoire, l'histoire de ma condamnation à mort, n'a pas commencé dans cette chambre silencieuse et terrifiante. Elle a commencé il y a un mois. Avec un appel à l'aide. Le chant de sirène d'une mère. On dit souvent que le plus précieux héritage que nous puissions laisser derrière nous, ce sont nos valeurs. Je suis d'accord. Mais parfois, les enfants ne s'intéressent pas aux valeurs. Ils s'intéressent à la valeur. Et pour l'atteindre, ils sont prêts à utiliser votre propre vie comme un raccourci. Je m'appelle Éléonore Valois. J'ai 72 ans. Et j'ai passé toute ma vie comme cuisinière. D'abord, pour une riche famille du 16e arrondissement. Puis pour mon mari. Et enfin, pour ma fille. Je suis la femme en arrière-plan. Celle qui nourrit. Qui prend soin. Qui s'assure que tout le monde est satisfait. Ce que j'ignorais, c'est que pour mon gendre, Vincent, je n'étais pas seulement la cuisinière. J'étais le repas. Et il prévoyait de me servir froide. Il y a un mois. Mon petit appartement bien-aimé de Belleville était mon sanctuaire. Le soleil du matin filtrait par la fenêtre de la cuisine, illuminant les grains de poussière dansant dans l'air et attrapant les reflets d'argent dans la photographie encadrée de mon défunt mari. Arthur. Sur le mur. Il portait son uniforme de gardien d'immeuble. Un homme d'une dignité tranquille et d'une honnêteté inébranlable. Notre vie ensemble ne s'est pas écrite dans de grandes salles de bal, mais dans les couloirs de service et le hall d'un immeuble de luxe, où nous avons construit notre monde. 1 € économisé à la fois. L'appartement était l'aboutissement de cette vie, la preuve que le travail acharné et l'honneur signifiaient quelque chose. Ce matin-là, l'odeur du café fraîchement moulu et du pain grillé emplissait l'air. Je fredonnais un vieil air qu'Arthur aimait tant quand le téléphone sonna. Son cri strident brisant la paix matinale. C'était ma fille. Claire. Sa voix était faible. Chargée de larmes. Maman. Je me sens horriblement mal. Je sentis immédiatement mon propre cœur se serrer d'inquiétude.
Qu'est-ce qu'il y a? Ma chérie? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est cette nouvelle grippe? Celle dont on parle aux infos. Je n'arrive même pas à sortir du lit. J'ai mal partout. Elle laissa échapper une toux faible et pathétique qui semblait répéter. Même à travers le téléphone. Vincent est débordé de travail. Et j'ai besoin d'aide avec la maison. Avec les repas. Peux-tu venir rester quelques jours? Bien sûr. J'y suis allée. Les mères sont programmées pour courir vers le son de la douleur de leurs enfants. J'ai fait une petite valise. Arrosé mes fougères et demandé à ma voisine, Madame Rossi, de récupérer mon courrier. J'ai quitté mon monde douillet et familier à Paris et j'ai pris un taxi pour leur maison à Boulogne-Billancourt. Leur maison était l'opposé de la mienne. Elle était moderne, avec de vastes murs blancs et vides, des sols en béton ciré et des meubles qui semblaient sortis d'un magazine. Pas d'une maison. C'était froid. Beau et totalement dépourvu d'âme. C'était tout ce qu'ils avaient toujours voulu. J'ai trouvé Claire exactement comme elle l'avait décrit. Pâle et apathique dans leur immense lit king size. Vincent était l'image même de l'inquiétude. Le front plissé tandis qu'il tapotait ses oreillers. Ce nouveau virus est un monstre. Éléonore, dit-il, m'appelant par le prénom complet qu'Arthur seul utilisait. Cela sonnait faux de ses lèvres. Il met une personne K. Oh. Le médecin a prescrit des médicaments puissants. C'est pour ça qu'elle dort autant. Dieu merci. Tu es là. Tu es notre ange gardien. J'ai endossé mon rôle sans hésiter. J'ai défait ma valise dans leur chambre d'amis stérile. Noué un tablier et pris possession de la cuisine. J'ai préparé un bouillon de poule maison. Comme Claire l'aimait quand elle était enfant. J'ai infusé des tisanes. J'ai rangé la maison. Le bourdonnement silencieux de mon travail étant une prière pour le rétablissement de ma fille. Je veillais sur elle. Mon cœur de mère endolori d'inquiétude. Mais sous l'inquiétude, une petite alarme. Un instinct que nous, les femmes plus âgées, apprenons à ne pas ignorer, a commencé à sonner. Il y avait quelque chose d'anormal dans l'atmosphère de la maison. La façon dont Vincent contrôlait méticuleusement les médicaments de Claire, écrasant des pilules dans son jus de fruits et la regardant jusqu'à ce qu'elle ait bu la dernière goutte. La façon dont il répondait toujours pour elle quand je lui demandais comment elle se sentait. Elle est encore très faible. Éléonore. Le médecin a dit de la laisser se reposer. Et la faiblesse de Claire. Elle semblait artificielle. Droguée. Ses yeux, quand elle était éveillée, étaient vitreux et absents. Elle s'endormait au milieu d'une phrase, sa tête tombant sur le côté. Cela ne ressemblait pas à une grippe. Cela ressemblait à une sédation. La découverte. Le moment où le sol s'est ouvert sous mes pieds et où j'ai vu l'abîme. S'est produite un mercredi après-midi. Vincent était sorti pour une réunion importante. Claire était dans son sommeil profond et médicamenteux habituel. J'ai pensé qu'elle avait un peu de fièvre. Alors je suis allée dans leur chambre principale pour chercher un thermomètre dans le tiroir de la table de chevet. Son côté était encombré de magazines et de verres d'eau à moitié vides. J'ai essayé celui de Vincent. J'ai ouvert le tiroir. Sous une pile de chaussettes noires soigneusement roulées, j'ai trouvé une grande enveloppe Kraft. Mon nom. Éléonore Valois. Y était écrit de l'écriture confiante et inclinée de Vincent. La curiosité. Cette vieille et dangereuse amie a eu raison de moi. Mes mains tremblaient en soulevant le rabat. Le premier document que j'ai sorti a glacé mon sang. C'était un testament. Mon testament. Dessus, avec une signature qui était une imitation grossière de la mienne, je laissais tous mes biens, mon appartement à Belleville,
évaluées à près d'1 million d'euros. Et mes économies de 200 000 euros à ma seule et unique fille bien-aimée, Claire. Et je nommais, comme exécuteur testamentaire, mon gendre de confiance et compétent, Vincent Morin. Mon cerveau refusait de comprendre. Pourquoi ferait-il ça? Pourquoi falsifier un testament alors que Claire était déjà ma seule héritière? Mes doigts tremblants ont tiré le deuxième document de l'enveloppe. Et le monde s'est arrêté de tourner. C'était un acte de décès. Le mien. Il indiquait mon nom complet, ma date de naissance, mon statut matrimonial, veuve. Dans le champ, cause du décès, tapé en lettres austères et officielles, il y avait les mots, infarctus AIGU du myocarde. Cause naturelle. Le nom du médecin légiste était une tâche que je ne reconnaissais pas. Mais le pire, le détail qui a transformé l'horreur en terreur pure et absolue, c'était la date. Elle était remplie. Et la date n'était pas dans le passé. Elle était dans le futur. Mercredi prochain. Dans exactement une semaine. L'air a disparu de mes poumons. Je me suis effondrée sur le sol. Les papiers serrés dans ma main. Mon cœur martelant si fort que je pensais qu'il allait éclater de ma poitrine. Il ne prévoyait pas seulement de me voler. Il prévoyait de m'assassiner. La grippe de Claire. Sa faiblesse. Ma présence ici. Dans leur maison. Loin de mes voisins. De ma routine. De quiconque remarquerait si je tombais soudainement malade. Tout s'est mis en place, formant une image macabre et terrifiante. Je n'étais pas l'ange gardien. J'étais l'agneau qui était entré de son plein gré dans l'abattoir. La panique menaçait de me noyer. Je voulais crier, courir, m'enfuir dans la rue. Mais alors, la cuisinière a pris le dessus. La femme qui a passé 50 ans à travailler sous la pression intense des cuisines de restaurants, où le chaos était une menace constante et la méthode le seul salut. Là où il y a danger, il doit y avoir silence. Là où il y a un complot, il doit y avoir un contre-complot. Je me suis levée, mes jambes tremblantes. Avec la précision d'un chirurgien, j'ai sorti mon téléphone portable. J'ai photographié chaque centimètre de ces documents horribles, le testament falsifié, l'acte de décès prédaté, chaque signature, chaque tampon. J'ai tout remis dans l'enveloppe, les placé exactement comme je l'avais trouvé sous les chaussettes, et j'ai doucement fermé le tiroir. La plus grande performance de ma vie était sur le point de commencer. Je suis sortie de la chambre. Mon visage un masque d'inquiétude maternelle. Je suis allée à la cuisine et j'ai préparé une tasse de tisane à la verveine. Quand Claire a finalement émergé, groggy et désorientée, je la lui ai apportée, forçant le sourire le plus aimant que je pouvais rassembler. Tu te sens un peu mieux, ma chérie? Ai-je demandé? Ma voix douce comme du beurre. Un peu. Maman. Marmonna-t-elle. J'ai mal à la tête. Bois cette tisane. Ça t'aidera à te reposer. Pendant qu'elle la sirotait, je l'observais. J'étudiais la fille que j'avais élevée. La petite que j'avais aimée plus que la vie elle-même. Était-elle une victime dans cette affaire? Un pion drogué jusqu'à la soumission par son mari monstrueux? Ou était-elle une complice consentante dans le plan visant à assassiner sa propre mère? L'incertitude était une torture d'un genre particulier. Un poison s'infiltrant jusqu'à la moelle de mes os. Cet après-midi-là, j'ai inventé une excuse. Je dois faire un saut à la pharmacie. Ai-je annoncé joyeusement. Je veux te trouver un meilleur sirop pour la toux. Pas la peine. Éléonore. Je peux y aller plus tard? A dit Vincent, qui venait de rentrer.
Son sourire n'atteignait pas ses yeux. J'insiste. Vincent. Ai-je répondu, jouant le rôle de la grand-mère têtue et attentionnée. J'aime bien marcher. Un peu d'air frais me fera du bien. Au moment où j'ai mis le pied dans la rue, l'air de liberté et de danger m'a frappé comme un coup physique. Je n'ai pas composé le 17. Il poserait des questions, créerait un remue-ménage et effraierait mes cibles qui se cacheraient. J'avais besoin de quelqu'un qui comprenait la stratégie. Le silence est l'art de la chasse. J'ai composé le numéro du seul homme au monde en qui j'avais autant confiance qu'en Arthur. François Muller. Un commissaire de la police nationale à la retraite. Un veuf qui avait vécu dans notre immeuble pendant 30 ans. Il m'avait vu élever Claire. Il m'avait tenu la main aux funérailles d'Arthur. Il connaissait mon honneur. Il connaissait mon courage. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Muller. François. C'est Éléonore. L'Éléonore d'Arthur Valois. Éléonore. Mon ami. Quelle surprise. Est-ce que tout va bien? Sa voix, toujours calme et rocailleuse, était un baume pour mes nerfs à vif. Non. François. Rien ne va bien? Ai-je dit. Ma voix stable, ne trahissant aucune de la terreur qui m'habitait. J'ai besoin de ton aide. C'est une question de vie ou de mort. Littéralement. J'ai trouvé un petit square anonyme à quelques rues de là. Un triste lopin de verdure avec quelques bancs fatigués. Je me suis assise, le dos à la rue, et j'ai tout raconté à François. J'ai parlé d'une voix basse et régulière, détaillant la découverte du testament, l'horreur de l'acte de décès, la façon dont Claire était maintenue dans un état second. Pendant que je parlais, je lui ai envoyé les photos que j'avais prises des documents. Les images, austères et cliniques sur l'écran de mon téléphone, étaient la preuve irréfutable du cauchemar que je vivais. Il a écouté en silence complet, sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, le silence à l'autre bout du fil s'est étiré pendant une longue et lourde minute. Je pouvais l'imaginer dans son fauteuil, le cuir usé gémissant sous son poids, son visage sombre, son esprit de détective assemblant les pièces de ce puzzle sordide. Éléonore, a-t-il finalement dit. Et la chaleur habituelle de sa voix avait été remplacée par une fureur froide et dure. Reste exactement où tu es. Ne retourne pas dans cette maison. J'envoie une voiture banalisée te chercher tout de suite. Une vague de soulagement m'a submergée, si puissante qu'elle a presque fait plier mes genoux. L'idée d'être emmenée en sécurité, d'être n'importe où sauf dans cette maison froide et stérile, était enivrante. Mais elle a été immédiatement suivie par une montée de froide résolution. Non. François. Ai-je dit. La voix ferme. Si je disparais, ils sauront que quelque chose ne va pas. Ils s'enfuiront. Vincent est insaisissable. Tu le sais. Nous les perdrons. Et ils essaieront à nouveau plus tard. J'ai pris une profonde inspiration. L'air de la ville sentant l'essence et la peur. Je dois y retourner. Je dois prétendre que je ne sais rien. Ils ont fixé ma mort à mercredi prochain. Ça nous donne 7 jours. Il y eut une autre pause. Je pouvais entendre le faible son de sa respiration. Le tic-tac d'une horloge dans son appartement. Tu es la femme la plus courageuse que j'ai jamais connue. Éléonore Valois. Dit-il doucement. D'accord. On fait à ta façon. La chasse était ouverte. Voici ce que tu vas faire. A-t-il instruit. Sa voix prenant le ton familier d'un commandant exposant un plan de bataille. Retourne à la maison. Agis normalement. Continue d'être la belle-mère serviable et naïve. Mon équipe et moi.
Nous nous occupons du reste. Ton téléphone sera mis sur écoute dès ce soir. Nous aurons une surveillance dans la rue. Nous allons enquêter sur ce médecin. Ce notaire. Nous allons construire une cage autour d'eux. Pièce par pièce. Mais toi, Éléonore, tu dois être nos yeux et nos oreilles à l'intérieur. Comprends-tu le danger? Je comprends. François. Ai-je dit. Mon regard fixé sur un pigeon picorant un bretzel abandonné. J'ai passé ma vie en cuisine. Je sais mieux que quiconque que la vengeance est un plat qui se mange froid. Je suis allé à la pharmacie et j'ai acheté une bouteille du sirop pour la toux le plus cher qu'ils avaient. C'était comme un accessoire. Une pièce d'un costume pour le rôle que j'allais jouer. Tenant le petit sac en plastique, je suis retourné à la maison. Mon cœur battait la chamade à chaque pas. Je retournais sur la scène de mon propre meurtre planifié. Vincent a ouvert la porte. Ce faux sourire charmant plaqué sur son visage. Tu as eu le médicament? Éléonore? Tu es parti un bon moment. Je commençais à m'inquiéter. J'ai regardé l'homme qui avait signé mon arrêt de mort et je lui ai tendu le sac. J'ai forcé le sourire le plus fragile et confiant que je pouvais rassembler. Oui. Vincent. Le pharmacien a dit que celui-ci est très bon. Il aidera Claire à dormir comme un ange. Je suis rentré dans la maison. L'agneau était de retour à l'abattoir. Mais cette fois, l'agneau savait exactement où le loup cachait ses dents. Le compte à rebours avait commencé. Il avait une semaine pour exécuter son crime. Et j'avais une semaine pour préparer sa chute. Vivre sous le même toit que ses propres bourreaux est un exercice de contrôle qui draine l'âme. Chaque jour de cette semaine fut une performance. J'étais l'actrice principale d'un théâtre de l'absurde, jouant le rôle de la vieille femme douce et un peu simplette. Tandis qu'à l'intérieur, chaque nerf de mon corps vibrait de terreur et de rage. Je leur servais le petit déjeuner avec un sourire. Bien dormi? Mes chéris? Vincent répondait avec sa sollicitude écœurante. Oui. Éléonore? Grâce à tes soins. Tu es vraiment notre ange gardien. Le cynisme était si flagrant que je devais m'agripper au bord du plan de travail pour empêcher mes mains de trembler. Claire devenait chaque jour plus pâle et plus léthargique. Elle touchait à peine la nourriture que je lui préparais. Je regardais Vincent écraser les comprimés contre la grippe et mélanger la poudre dans son jus d'orange. Mon cœur de mère se tordait d'agonie. Il ne planifiait pas seulement ma mort. Il affaiblissait lentement ma fille, la transformant en une complice docile et sans esprit. Le seul témoin qui pourrait potentiellement l'arrêter. Était-elle une victime ou une volontaire? Cette question hantait mes nuits blanches. Dans le silence de la chambre d'amis, avec seulement le bourdonnement du réfrigérateur pour compagnie, les souvenirs affluaient. Non pas pour me torturer, mais pour me rappeler pourquoi je me battais. Pour me rappeler la vie qu'ils essayaient d'effacer. Mon histoire avec Arthur n'était pas glamour. Il était le gardien. Un roi dans son petit royaume en uniforme. J'étais la cuisinière pour l'une des familles du dernier étage. Mes mains sentant toujours l'ail et les rêves. Notre amour a fleuri dans l'escalier de service. Dans des moments volés entre ses services et mes préparations de repas. Nous étions l'armée invisible qui faisait fonctionner ce monde d'apparence. Et avec la sueur de notre labeur, nous avons construit notre propre forteresse. Chaque centime économisé était une brique. Notre rêve n'était pas un Penthouse avec vue sur la tour Eiffel. C'était un petit appartement à nous. Loin des caprices des employeurs. Un endroit pour élever notre fille. Claire. Avec la sécurité que nous n'avions jamais eue. Arthur était un homme d'une honnêteté presque douloureuse. Ce qui n'est pas à nous. Éléonore. Nous n'en voulons pas. Disait-il toujours. Il voyait la cupidité dans les yeux de certains résidents.
Leur façon d'adorer l'argent. Et il craignait que notre fille en soit contaminée. Notre héritage pour elle. Mon amour. M'a-t-il dit un soir. Sa main chaude sur la mienne. Ce ne sera pas de l'argent. Ce sera notre exemple. Quand il est mort. D'une crise cardiaque soudaine et massive dans le hall de l'immeuble un dimanche tranquille. Leur monde l'a brièvement pleuré. Arthur était une institution? Ont-ils dit. Je me suis retrouvée veuve à 48 ans. Avec une fille de 16 ans et une promesse à tenir, que Claire aurait un avenir bâti sur le roc des valeurs de son père. J'ai continué à travailler, recousant mon chagrin avec les fils de mon labeur quotidien. Et j'ai réussi. Avec l'argent que nous avions économisé pendant 25 ans. Combiné à la petite assurance vie d'Arthur, j'ai acheté notre appartement de rêve à Belleville. Il était petit. Donnait sur la cour. Mais il était à nous. C'était la preuve que la vie de travail et d'honneur d'Arthur avait compté. Claire a grandi. Une belle jeune fille. Mais avec une agitation dans les yeux. Une insatisfaction chronique face à la simplicité de notre vie. L'arrivée de Vincent a été comme jeter de l'essence sur ce feu. Il était vendeur de voitures. Charmant. Ambitieux. Et avec un mépris profond pour ce qu'il appelait une mentalité de pauvre. Ta mère est une sainte? Bébé. L'ai-je entendu dire une fois à Claire? Leur voix venant de sa chambre. Mais elle n'a aucune vision. Tout cet argent qui dort sur un compte d'épargne est un crime. On pourrait l'investir. Le multiplier. Le premier grand sacrifice que j'ai fait. La première fissure dans ma forteresse. Fut leur mariage. Claire voulait une grande cérémonie. Une fête qui ne lui ferait pas honte devant les amis prospères de Vincent. Je savais que nous ne pouvions pas nous le permettre. Mais ses larmes. Ces accusations voilées selon lesquelles ma frugalité lui volait son rêve. M'ont usé. J'ai pris 30 000 € de mes économies, l'argent qui était censé assurer ma propre sécurité, et j'ai payé pour la fête. Le sourire radieux de Claire sur les photos de mariage fut le reçu de mon sacrifice. Le deuxième coup, plus dévastateur, est venu un an plus tard. Vincent, qui avait été licencié de la concession automobile, a eu une idée brillante, lancer une petite entreprise d'importation de vin. Il ne connaissait rien au vin, mais il connaissait tout des apparences. C'est un commerce pour l'élite. Éléonore. Les marges de profit sont énormes. M'a-t-il assuré. Armé de faux tableurs et de promesses vides. Claire et lui m'ont fait pression pendant des mois. Il y avait des visites quotidiennes. Des appels téléphoniques sans fin. C'était une torture psychologique. Ne fais-tu pas confiance à ton gendre? Ne veux-tu pas voir ta fille avoir une belle vie? Épuisé. Ne désirant que la paix. J'ai cédé à nouveau. Je leur ai donné 75 000 €. La plus grande partie de mes économies. Le cœur même de l'héritage d'Arthur. L'entreprise, bien sûr, a fait faillite en moins de 6 mois. L'argent n'a pas été utilisé pour importer du vin, mais pour financer des dîners coûteux, des week-ends et des vêtements de marque. Ils ont brûlé mon avenir pour réchauffer leur présent. Et il n'y a même pas eu d'excuse. Seulement la frustration de quelqu'un qui avait perdu un jouet cher. C'est après cela que la dynamique a changé. Moi, qui avais été la mère protectrice, je suis devenue l'obstacle. Le reste de mon argent, les 100 000 derniers euros, était la dernière barrière entre eux et la ruine financière totale. Et j'ai refusé de céder davantage. C'est alors que le regard dans ses yeux a changé. Ma présence, ma santé, ma vie même sont devenus un problème à résoudre. Le souvenir s'est dissipé. Et la réalité de la chambre d'amis est revenue avec une vengeance. Le son de la télévision dans le salon.
Le rire de Vincent à une sitcom quelconque. La banalité du mal. Il planifiait mon meurtre. Et en attendant, il regardait la télévision. Mon téléphone, glissé sous mon oreiller, a vibré. C'était un SMS d'un numéro intraçable. Comme François et moi l'avions convenu. Médecin est un imposteur. Licence médicale inexistante. Bureau du notaire est une imprimerie à Saint-Denis. Testament est une falsification grossière. Nous surveillons chacun de leurs mouvements. Reste calme. Nous sommes avec toi. F. Le message était une bouée de sauvetage dans un océan de terreur. Je n'étais pas seule. Ce soir-là, au dîner, j'ai continué ma performance. J'ai servi le bœuf bourguignon, ma main tremblant juste un peu. Ça va. Éléonore? Tu as l'air pâle? A dit Vincent, sa voix suintant une fausse inquiétude. Juste fatigué. Mon cher. Cette grippe de Claire m'inquiète à mourir. Ai-je répondu, en regardant ma fille, qui mangeait en silence. Le regard vide. Eh bien, elle ira mieux bientôt. Ne t'en fais pas, dit-il avec un sourire qui me glaça jusqu'aux os. D'ici la semaine prochaine, tout sera résolu. Tu verras. Nous aurons tous tellement de paix. La promesse voilée de ma propre mort. J'ai dégluti avec difficulté. Je devais savoir. Je devais savoir si ma fille, ma petite fille, était une victime ou une complice consentante. Claire? Ma chérie. Dis-je. La voix douce. J'ai réfléchi. À propos de l'argent. Je sais que j'ai été dure avec vous deux. Mais, si c'est pour ta santé, je vais aider. Je vous donnerai tout. J'ai juste besoin que toi, pas Vincent, tu me regardes dans les yeux et que tu me dises que c'est vrai. Dis-moi que tu es vraiment aussi malade. C'était le test final. Je lui donnais la chance de reculer. D'avouer. De me choisir. Le silence à table était absolu. Le seul son était le bourdonnement du réfrigérateur. Claire a lentement levé la tête. Ses yeux, d'habitude si vides, étaient maintenant vifs et concentrés. Et en eux, j'ai vu la réponse. Il n'y avait pas de peur, pas de doute. Il y avait seulement la même cupidité froide et dure que dans les yeux de son mari. Je suis malade? Maman? Dit-elle. La voix ferme, sans la moindre hésitation. Et nous avons besoin de l'argent. C'est le moins que tu puisses faire pour moi. Et à cet instant, le cœur de ma mère s'est finalement, définitivement, brisé. La fille que j'avais élevée était morte il y a longtemps. À sa place se trouvait une étrangère? Une complice? Une voleuse qui utilisait mon amour comme une arme. Je vois. Fut tout ce que je pus dire. Nous réglerons ça la semaine prochaine. Je suis retournée dans ma chambre. Mon corps lourd de la certitude de sa trahison. J'ai regardé le calendrier sur le mur. Samedi. Dimanche. Lundi. Mardi. 4 jours de plus. 4 jours jusqu'à ma mort programmée. Le compte à rebours continuait. Il pensait avoir le contrôle. Mais mon armée silencieuse et invisible était déjà en position. Le piège était tendu. Tout ce que j'avais à faire était de survivre assez longtemps pour le déclencher. Les jours qui suivirent s'écoulèrent avec la lenteur torturante d'un cauchemar. Chaque heure était une performance. Chaque repas un test de courage. Je souriais. Je louais les terribles tentatives culinaires de Vincent quand il insistait pour me donner un répit. Je manquerais des symptômes inexistants de Claire?
Tout en ayant l'estomac noué par un cocktail toxique de peur et de fureur. Ma communication avec François devint un jeu de messages codés. Comme dans les vieux films d'espionnage qu'Arthur aimait tant. Je textais un téléphone prépayé que François avait fait livrer par un fleuriste. Mes textes étaient déguisés en conversation avec ma cousine Marthe. Un personnage fictif que nous avions inventé. Marthe. La recette d'aujourd'hui demande un ingrédient très amer. J'écrivais. Cela signifiait, Vincent se montre plus agressif. Demain je fais ce gâteau au yaourt que tu aimes tant. C'était notre code pour « tout est calme pour l'instant ». Je m'en tiens au plan. Et le plan de Vincent devenait chaque jour plus clair. Il a commencé à laisser des brochures de pompes funèbres sur la table basse. Accidentellement, bien sûr. Il lisait à voix haute des articles de magazines sur les dangers cachés des maladies cardiaques chez les personnes âgées. C'était une campagne calculée de guerre psychologique. Il essayait de planter la graine de la mort dans mon esprit, pour que lorsqu'elle arriverait, elle semble naturelle, inévitable. Tu te sens bien, Éléonore ? Me demandait-il chaque soir, les yeux fixés sur les miens, cherchant le moindre signe de faiblesse. Pas de petite douleur dans la poitrine ? Pas d'essoufflement ? À ton âge, on n'est jamais trop prudent. Je me contentais de sourire de mon meilleur sourire de grand-mère naïve. Je me sens merveilleusement bien. Vincent. Un cœur solide comme un roc. Chaque mot était un mensonge. Et chaque mensonge était une arme. Je me battais pour ma vie dans une guerre de murmures et de sourires. Claire était un fantôme. Elle errait dans la maison. Pâle et silencieuse. Les yeux toujours cernés. Comme si les médicaments que Vincent lui donnait drainaient non seulement sa force, mais son âme même. Parfois, je la surprenais en train de me regarder avec une expression étrange. Un mélange de pitié et de quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité. Mais elle ne disait jamais un mot. Sa complicité, qu'elle soit née de la peur ou de la cupidité, était un mur de silence que je n'avais plus la force d'essayer de briser. La surveillance policière était mon bouclier invisible. François me tenait au courant dans notre langage codé. Un officier en civil était garé dans la rue, se faisant passer pour un technicien. Un autre avait une vue directe sur la façade de la maison depuis un appartement en face. La maison était sur écoute. Chaque mot que Vincent et Claire prononçaient était enregistré. Ils se prenaient pour les prédateurs, traquant leur proie dans un environnement soigneusement contrôlé. Ils n'avaient aucune idée qu'ils étaient les spécimens, piégés sous le microscope de la police judiciaire. Le lundi, 2 jours avant mon meurtre programmé, Vincent a fait son prochain pas. Éléonore, j'ai une nouvelle fantastique, annonça-t-il au petit déjeuner, la voix résonnant d'un faux enthousiasme. Un de mes amis est conseiller financier. Un vrai génie. Il m'a parlé d'une opportunité d'investissement incroyable. Mais il faut agir vite. Je remuais ma bouillie d'avoine. La main stable. Ah oui. Quel genre d'investissement ? C'est une affaire immobilière. Un rendement garanti. Mais ça demande un investissement initial important. Il se pencha en avant, sa voix baissant jusqu'à un murmure conspirateur. Avec l'argent de tes économies, on pourrait le doubler en 6 mois. Imagine ça. Éléonore. On pourrait enfin donner à Claire la vie qu'elle mérite. Une vie sans souci. Il essayait de me faire transférer l'argent avant de me tuer. Pour rendre le vol plus propre. C'était bâclé. C'était avide. Et ça me donnait une ouverture. Oh. Vincent. Ça a l'air merveilleux. Dis-je. La voix pleine d'admiration. Mais tu sais comme je suis vieux jeu. Je ne comprends rien à toutes ces banques modernes.
Et Arthur me disait toujours de ne jamais rien signer sans le lire attentivement. Je garde tous mes papiers importants. Mon livret de banque. Tout. Dans un coffre-fort à ma banque à Paris. C'était un mensonge. Je n'avais pas utilisé de coffre-fort depuis des années. Mais c'était un mensonge nécessaire. Le sourire de Vincent se crispa sur les bords. Un coffre-fort ? Eh bien, ce n'est pas un problème. On peut aller à Paris demain et récupérer les papiers. Demain ? C'est mardi. Dis-je pensivement. La banque ferme plus tôt. Et j'ai promis de déjeuner avec une vieille amie du quartier. Et si on y allait mercredi ? On pourrait y aller le matin. Et je pourrais vous inviter tous les deux à déjeuner dans ce petit restaurant italien qu'Arthur et moi aimions tant. Je venais de proposer une date pour mon propre meurtre. Je les invitais à la banque le jour même où ils prévoyaient que je meure. Je devais voir sa réaction. La lueur de triomphe dans ses yeux était indubitable. C'était parfait pour lui. Ils pourraient obtenir ce dont ils avaient besoin de la banque. Et puis, plus tard dans la journée, la tragédie frapperait. Il y aurait une trace claire et récente de ma sortie. L'air en parfaite santé. Cela rendait leur histoire encore plus crédible. Mercredi. Ça me paraît parfait. Éléonore, dit-il. Son sourire revenant. Authentique cette fois. Absolument parfait. Cette nuit-là, le poids de tout cela m'écrasa. J'étais allongé dans le noir. Le silence de la maison épais et suffocant. La performance m'épuisait. La vigilance constante. Les sourires forcés. La terreur qui couvait juste sous la surface. Un instant. Je me suis permis de ressentir le poids écrasant de la trahison de ma fille. J'ai pensé à elle petite fille. Sa petite main dans la mienne alors que nous nous promenions dans le parc de Belleville. Je me suis souvenu des genoux écorchés que j'avais embrassés. Des histoires que je lui avais lues avant de dormir. Des berceuses que je lui avais chantées. Où était passée cette petite fille ? Comment la belle enfant que j'avais élevée s'était-elle transformée en cette étrangère aux yeux froids qui échangerait la vie de sa mère contre une plus grande maison et une voiture plus chic ? Des larmes que je ne m'étais pas autorisée à verser commencèrent à couler silencieusement des coins de mes yeux, traçant des chemins brûlants vers mes oreilles. Je ne pleurais pas seulement ma propre mort potentielle. Je pleurais la sienne. La mort de sa conscience. La mort de son âme. Arthur avait eu si peur de cela ? Que la cupidité du monde l'empoisonne. Et c'était arrivé. Sa plus grande peur s'était réalisée. La vibration de mon téléphone me ramena à la réalité. Un message de François. Il parle à quelqu'un. Un certain docteur Alistair Finch. Nous l'avons suivi. Pas un médecin. C'est un croque-mort radié qui a perdu sa licence. Vincent s'arrange pour qu'il signe l'acte de décès. Le prix est de 10 000 €. Il veut rencontrer Vincent demain pour un acompte en espèces. Mon chagrin se solidifia instantanément en une rage froide et dure. Ils avaient engagé un fossoyeur pour m'effacer. Pour tamponner leur crime. J'ai répondu à François. Marthe. Le boucher aiguise ses couteaux. Sa réponse fut presque instantanée. Le chef est prêt en cuisine. Tiens bon. On y est presque. F. Mardi. La veille du jour marqué sur mon acte de décès fut le jour le plus long de ma vie. J'ai à peine dormi. Mon esprit rejoint le plan que François et moi avions finalisé. Chaque détail devait être parfait. Ma vie en dépendait. Je me suis réveillée avec un étrange sentiment de calme. La peur était toujours là. Un œuf froid dans mon estomac. Mais elle était éclipsée par une puissante résolution. Je n'étais pas une victime. J'étais une combattante. J'étais la femme d'Arthur Valois.
Et je ne me laisserai pas faire sans me battre. J'ai fait des crêpes pour le petit déjeuner. Comme je le faisais chaque dimanche quand Claire était enfant. Je fredonnais en les retournant, remplissant la cuisine froide et moderne de l'odeur chaude et beurrée d'un temps plus heureux. Des crêpes, dit Claire en entrant dans la cuisine. L'espace d'une seconde, ses yeux s'illuminèrent d'une étincelle de joie enfantine authentique. C'était un fantôme de la fille qu'elle était. L'étincelle mourut aussi vite qu'elle était apparue, remplacée par l'expression vide habituelle. Comme au bon vieux temps, dis-je, en plaçant une pile devant elle. Vincent entra, vêtu d'un costume élégant. Grosse journée au travail, dit-il en embrassant Claire sur le haut de la tête. Il devait rencontrer son médecin pour payer la compte. Il attrapa une crêpe, la plia en deux et la mangea en se dirigeant vers la porte. N'oublie pas. Éléonore. Demain matin. Paris. Puis on règle tout ce bazar financier. Je n'oublierai pas. Dis-je en souriant doucement. La journée passa dans un flou de normalité forcée. J'ai regardé un vieux film à la télé. J'ai fait semblant de lire un livre. J'ai écouté les mouvements silencieux dans la maison. Chaque craquement du parquet. Chaque conversation chuchotée. Il se préparait. Il préparait la scène pour l'acte final. Et moi aussi. Ce soir-là, j'ai pris une longue douche chaude. J'ai mis ma chemise de nuit douce préférée. Je me suis assise sur le bord de mon lit et j'ai regardé la photo d'Arthur sur l'écran de verrouillage de mon téléphone. Son sourire était bienveillant. Ses yeux pleins d'un amour qui avait transcendé même la mort. Souhaite-moi bonne chance. Mon amour. Ai-je murmuré à l'image. Demain. Je me bats pour la vie que nous avons construite ensemble. Je me bats pour l'honneur de ton nom. Je sentis un profond sentiment de paix s'installer en moi. J'avais un plan. J'avais une armée. Et j'avais la conviction inébranlable que les valeurs selon lesquelles Arthur et moi avions vécu l'honnêteté, l'intégrité, le courage étaient infiniment plus puissantes que la cupidité qui rongeait l'autre pièce. Il pensait qu'il fermait un chapitre. Mais il n'avait aucune idée que j'étais sur le point d'écrire la fin. Mercredi matin arriva. Gris et humide. Le ciel au-dessus de Boulogne-Billancourt de la couleur de l'argent non poli. Le jour de ma mort programmée. Je me suis levée. Le corps lourd de tension mais l'esprit aussi vif qu'un couteau de chef. Le calme que j'avais ressenti la nuit précédente s'était solidifié en une concentration froide et inébranlable. Ce n'était pas un jour pour la peur. C'était un jour pour la justice. Je suis allée à la cuisine et j'ai trouvé Vincent sifflotant une mélodie joyeuse et fausse devant la cuisinière. Une théière à la main. La vue de son bonheur fabriqué était si grotesque que mon estomac se serra. Bonjour. Ma chère Éléonore. Dit-il en se tournant avec un sourire qui n'était que dents. C'était la première fois qu'il utilisait mon prénom complet. Cela sonnait comme une épitaphe. J'ai préparé ta tisane spéciale à la camomille, avec quelques gouttes de miel pour adoucir la journée. Je savais ce qu'il y avait dans ce miel. Ce n'était pas seulement un édulcorant. C'était la première étape de son plan. Un sédatif puissant pour s'assurer que je sois docile et somnolente pour notre voyage à la banque. Et pour préparer le terrain pour mon décès, naturel, plus tard. La dose serait juste suffisante pour me rendre groggy. Mais pas assez pour éveiller les soupçons. La dose létale viendrait plus tard. Quelle délicate attention de ta part. Vincent. Merci. Ai-je répondu? Ma voix une parfaite imitation d'une vieille femme reconnaissante. J'ai pris la tasse de ses mains. Mes mains délibérément tremblantes. La chaleur de la céramique s'infiltra dans mes doigts froids. Je suis entrée dans le salon et me suis installée dans un fauteuil moelleux. La tasse entre mes mains. Je l'ai portée à mes lèvres. L'ai inclinée.
Et j'ai fait un léger bruit de succion. Mais n'ai laissé que la plus infime goutte de la tisane droguée toucher ma langue. Elle était amère sous le miel. J'ai tenu la tasse chaude, laissant la vapeur monter et embuer mes lunettes. L'image parfaite de la tranquillité matinale. Après environ 15 minutes, j'ai commencé ma performance. Oh! Mon Dieu! Dis-je doucement, en pressant ma main sur mon front. Je me sens un peu étourdi. J'ai laissé ma tête retomber contre le fauteuil. Je pense que ma tension artérielle me joue des tours. Vincent et Claire, qui était assise sur le canapé à faire défiler nonchalamment son téléphone, échangèrent un regard. Je l'ai vu du coin de l'œil. C'était un regard de triomphe. D'un plan qui se déroulait parfaitement. C'est juste l'épuisement. Éléonore, dit Vincent, sa voix suintant cette fausse sollicitude mielleuse. Tu t'es tellement dépensé pour t'occuper de Claire. Pourquoi n'irais-tu pas t'allonger un peu avant que nous allions à la banque? Un peu de repos te fera le plus grand bien. Je pense que tu as peut-être raison. Ai-je murmuré, en utilisant les accoudoirs pour me relever avec une difficulté exagérée. Je me sens si faible tout d'un coup. Je vais juste reposer mes yeux un instant. J'ai marché lentement vers la chambre d'amis, m'appuyant sur le dossier des chaises en chemin. Chaque pas faisait partie du scénario. Chaque moment de faiblesse feinte était une brique soigneusement placée dans le piège que je construisais. Je suis entré dans la chambre et j'ai fermé la porte. Mais je ne l'ai pas verrouillée. Je me suis allongé sur le lit, sur le dos, et j'ai croisé les mains sur mon ventre. C'était le signal. François m'avait dit qu'à l'instant où je serais dans cette pièce, la surveillance audio et vidéo à l'intérieur de la maison serait directement transmise à une équipe tactique rassemblée dans une camionnette en bas de la rue. À partir de ce moment, je n'étais plus seulement une actrice. J'étais l'appât. Dans le silence de ma chambre, j'ai tendu l'oreille. Je pouvais entendre leurs chuchotements étouffés depuis le salon. Elle est couchée, dit Vincent. Sa voix un faible bourdonnement de satisfaction. La tisane a agi plus vite que je ne le pensais. Elle sera groggy et docile pour le passage à la banque. C'est parfait. On y va. On lui fait signer les formulaires de virement, elle sera trop à l'ouest pour même les lire correctement et ensuite on la ramène ici pour une sieste. Et après? La voix de Claire était à peine un murmure. Et après? Dit Vincent. Je lui donnerai la dose finale. Celle que le docteur Finch a préparée. Ça simulera une crise cardiaque. Elle va juste s'éteindre. On attend 1 heure. On appelle le SAMU. On pleure. On joue les enfants éplorés. C'est propre. C'est simple. Et personne ne saura jamais rien. Voilà donc le plan complet. Un voyage drogué à la banque. Une signature forcée. Puis une injection létale déguisée en sieste. C'était plus cruel. Plus clinique que je ne l'avais imaginé. La froideur absolue de l'acte m'a fait trembler de terreur pure. Mais je l'ai étouffé. Je devais faire confiance à François. Je devais faire confiance au plan. Les minutes s'étirèrent en une éternité. Mon cœur martelait contre mes côtes. Un prisonnier frénétique. J'ai compté les secondes, les calant sur mes propres respirations régulières et égales. 1, 2, 3. Puis je l'ai entendu. Un bruit venant du salon. Non pas de leur chuchotement, mais un bruit sourd et soudain. Un cri étouffé de Vincent. Un cri de surprise de Claire. Les sons furent suivis par une nouvelle voix. Une voix d'autorité. Calme et forte. Police nationale. Ne bougez plus. Les mains où je peux les voir. J'ai entendu le chaos éclater.
Le bruit de meubles renversés. Le déni désespéré et guttural de Vincent. Le cri hystérique et aigu de Claire. Les voix fermes et autoritaires des policiers. À terre. Maintenant. Les mains derrière la tête. Je suis restée sur le lit. Les yeux fermés. Les larmes ont finalement jailli. Chaudes et libératrices. Coulant le long de mes tempes et dans mes cheveux. Le son des sirènes a commencé à retentir à l'extérieur, se rapprochant de plus en plus. Ce n'était plus un son de danger. C'était la plus belle symphonie que j'ai jamais entendue. Après un temps qui sembla à la fois une seconde et une éternité, on frappa doucement à la porte de ma chambre. Éléonore ? C'était la voix de François. C'est moi. Tu peux ouvrir. C'est fini. Je me suis redressée. Mes jambes aussi instables que celles d'un poulain nouveau-né. Et j'ai ouvert la porte. Le salon que je venais de quitter était méconnaissable. Grouillant de policiers en uniforme. Et au milieu de tout cela, je les ai vus. Vincent et Claire. Face contre terre. Les mains menottées dans le dos. Le visage de Vincent était un masque de haine et d'incrédulité pure et sans mélange. Il m'a regardé alors qu'un officier le relevait. Et ses yeux crachaient du venin. Mais c'est le visage de Claire que je n'oublierai jamais. Alors qu'un autre officier l'aidait à se relever, son visage strié de larmes s'est tourné vers moi. Elle m'a vu debout dans l'embrasure de la porte. Complètement éveillée. Pleinement consciente. Et totalement indemne. Et à cet instant, son expression s'est brisée. La panique et la confusion ont été remplacées par un air de compréhension naissante et écœurante. Elle a tout compris. La tisane. Les vertiges. La sieste opportune. Le piège. Nos yeux se sont croisés à travers la pièce chaotique. Et dans le regard de ma fille, je n'ai pas vu de remords. J'ai vu seulement le choc brut et stupéfait d'un prédateur qui venait de réaliser que c'était lui qui avait été chassé depuis le début. François est venu à mes côtés. Sa présence un mur solide et réconfortant. Il a passé un bras protecteur autour de mes épaules. Je t'avais dit qu'on les aurait. Éléonore, dit-il. La voix douce. La maison est sécurisée maintenant. Tu es en sécurité. Je l'ai laissé me guider à travers la nuée de policiers. Passant devant la table basse renversée où les brochures de pompes funèbres de Vincent étaient éparpillées comme des feuilles mortes. En passant devant ma fille, qui était conduite vers la porte d'entrée. Elle n'a pas voulu me regarder. Elle a gardé la tête baissée. Les épaules secouées de sanglots d'apitoiement. Pas de repentance. Je n'ai rien ressenti. Pas de haine. Pas de pitié. Juste un vide immense et creux. La cuisinière avait servi son dernier plat vengeur. La mère avait enterré son dernier espoir. François m'a ramené à Paris. Dans mon petit appartement sur de Belleville. La sensation de tourner ma propre clé dans ma propre serrure. D'entrer dans mon propre espace. Était bouleversante. L'odeur familière de vieux livres et de savon à la verveine citronnée m'enveloppa comme une couverture. La vue de la photographie d'Arthur sur le mur, ses yeux bienveillants me souriant, provoqua une nouvelle vague de larmes. J'étais à la maison. J'étais en vie. Ce soir-là, après le départ de François, qui avait promis de s'occuper de toute la bureaucratie et des formalités administratives, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je suis allée dans ma cuisine. J'ai sorti la farine, les œufs et le sucre. Et j'ai commencé à faire un fondant au chocolat le préféré d'Arthur. Le bourdonnement du batteur électrique. L'odeur riche et sucrée qui remplissait l'appartement. Tout cela était un rituel de purification. C'était une réappropriation de mon espace. De ma vie. De mon identité. Quand le gâteau fut cuit,
J'ai coupé une part chaude et épaisse et je me suis assise à ma petite table de cuisine avec un verre de lait froid. Le silence dans mon appartement n'était plus celui de la solitude, mais de la paix. Une paix pour laquelle je m'étais battue. Une paix que j'avais gagnée à un prix terrible. L'héritage qu'ils avaient si profondément convoité était en sécurité à la banque. Mais mon véritable héritage, celui qu'Arthur m'avait laissé, celui fait d'honneur, de courage et de résilience, était ici même, en moi. Il était meurtri et cabossé, mais il était intact. Il était plus fort que jamais. Le compte à rebours était terminé. J'avais survécu. Et maintenant? Le reste de ma vie, un cadeau que j'avais failli perdre, pouvait enfin commencer. Les mois qui suivirent l'arrestation furent un tourbillon de procédures judiciaires, de dépositions et d'un deuil discret et persistant. Je ne pleurais pas la perte de Vincent et Claire au sens physique. Je pleurais la perte de la famille que je croyais avoir. De la fille que je croyais connaître. Chaque visite au bureau du procureur, chaque document que je devais signer en tant que victime et témoin principal, était un rappel douloureux de la profondeur de leur trahison. La cuisinière, qui s'inquiétait autrefois de l'assaisonnement d'une soupe, devait maintenant apprendre le vocabulaire amer du code pénal: tentative d'assassinat, vol aggravé, faux et usage de faux. Pendant que la justice des hommes avançait lentement, je menais une bataille plus intime, celle pour réapprendre à vivre. Mon petit appartement de Belleville, autrefois mon sanctuaire, me semblait maintenant hanté. Chaque coin recelait le souvenir d'une visite, d'un faux sourire, d'un mensonge soigneusement construit. Le silence était lourd, et la solitude une compagne importune. Le fantôme du rire de ma fille des années passées résonnait dans les pièces vides, contrepoint cruel au souvenir de sa cupidité aux yeux froids. C'est François qui m'a tiré de ma torpeur. Un après-midi, il s'est présenté à ma porte sans prévenir, n'apportant pas un dossier de documents juridiques, mais une tarte aux pommes chaude de la boulangerie du coin, celle qu'Arthur et moi fréquentions le dimanche matin. Éléonore, mon amie, dit-il. Sa voix rocailleuse et douce en posant la tarte sur ma table de cuisine. Tu as passé ta vie à cuisiner pour les autres. Il est temps de laisser les autres s'occuper un peu de toi. Il regarda autour de l'appartement silencieux. Son regard doux de compréhension. Mais plus important encore, il est temps que tu recommences à prendre soin de toi. Arthur ne voudrait pas te voir comme ça, enfermé ici. Ces mots, et surtout la mention de mon Arthur, furent le remède dont j'ignorais avoir besoin. Cette semaine-là, j'ai pris la première vraie décision de recommencer. Je me suis souvenu comment Arthur et moi, lors de nos rares jours de congé, avions l'habitude de faire du bénévolat à la soupe populaire de l'église locale, préparant des repas pour les sans-abri. Le sentiment d'être utile, de nourrir ceux qui avaient vraiment faim, avait toujours été le plus grand des salaires. J'ai cherché la paroisse la plus proche, la maison Saint-François. Un centre communautaire animé qui servait les nécessiteux du quartier. J'y suis entrée, le cœur battant d'une nervosité que je n'avais pas ressentie depuis des années. Et j'ai offert mes services. La coordinatrice, une religieuse vive et énergique nommée Sœur Agnès, m'a accueillie à bras ouverts. Et c'est ainsi que mes mardis et jeudis matins ont trouvé un nouveau but. J'arrivais à la cuisine communautaire. Je nouais un tablier blanc propre et je me perdais dans le rythme familier et réconfortant d'éplucher des pommes de terre, de hacher des oignons et de transformer des ingrédients simples et donner en centaines de repas chauds et dignes. Là, au milieu du chaos des marmites géantes et de la vapeur s'élevant des haricots mijotés, j'ai commencé à guérir. La cuisine était un monde de femmes. J'ai rencontré d'autres bénévoles, chacune avec sa propre histoire de perte et de force. Il y avait Maria,
Une veuve dont le mari était mort dans un accident, qui pétrissait le pain avec une énergie féroce et thérapeutique. Il y avait Sarah, une jeune mère qui avait échappé à une relation abusive et trouvait du réconfort dans le simple fait de trier les dons. Pour la première fois depuis longtemps, je n'étais pas la victime. Je n'étais pas la pauvre Éléonore. J'étais juste Éléonore, la cuisinière au toucher magique. La femme dont l'assaisonnement était loué et dont la présence était célébrée. Je construisais une nouvelle famille. Liée non par le sang, mais par un objectif commun et une affection mutuelle. Pendant que mon monde commençait à se remplir de l'odeur de la vraie nourriture et du son de rires authentiques, le monde de mes tortionnaires s'effondrait. Les nouvelles m'arrivaient par bribes de François, qui me tenait au courant du processus judiciaire. Vincent, confronté aux preuves accablantes, les photos des documents, les enregistrements audio de la maison, les flacons de sédatifs et l'injection létale trouvée dans sa voiture. Et abandonné par l'avocat coûteux de sa famille qui craignait d'être impliqué, s'est complètement effondré. Dans le cadre d'une négociation de peine, il a avoué l'intégralité du plan, détaillant la participation active de Claire depuis le tout début. Sa peine fut sévère, la réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté de 20 ans. L'homme qui rêvait de vivre de mon héritage passerait maintenant les prochaines décennies à vivre aux frais de l'État. Pour Claire, le chemin fut différent, mais non moins dévastateur. Sa défense, assurée par un avocat commis d'office, a plaidé qu'elle avait été contrainte, manipulée, victime de l'influence maligne de son mari. C'était un récit classique. Et pendant un moment, j'ai craint que cela ne fonctionne. Mais mon propre témoignage, combiné à l'enregistrement glaçant de la conversation où elle, d'une voix ferme et claire, confirmait qu'elle était malade pour obtenir l'argent de moi, était une preuve irréfutable de sa complicité. Le jury ne l'a pas reconnue coupable de tentative d'assassinat. Ils l'ont vue, peut-être à juste titre, comme une suiveuse, et non comme l'architecte du complot. Mais ils l'ont déclarée coupable de tous les autres chefs d'accusation, vol aggravé, faux et usage de faux, et association de malfaiteurs. La juge, une femme au visage sévère qui regardait Claire avec un mépris non dissimulé, a prononcé la sentence. Vous êtes une honte pour le concept même de famille, dit-elle, sa voix résonnant dans la salle d'audience silencieuse. Vous vous êtes attaqué à l'amour et à la confiance de la seule personne qui aurait dû vous être la plus sacrée. La peine de Claire fut de 5 ans. Pas en prison, mais dans un EHPAD public, un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes où elle serait tenue de travailler comme aide-soignante, effectuant les tâches les plus élémentaires et les plus humbles, faire la toilette, nourrir et nettoyer les personnes âgées et infirmes. À sa libération, elle ferait face à une décennie de mise à l'épreuve et fut condamnée à me verser une restitution financière complète. Une dette que, sans accès à aucun bien, elle passerait probablement le reste de sa vie à essayer de rembourser. La justice, à sa manière, avait été poétique. La fille qui avait prévu de regarder sa mère mourir passerait désormais ses journées à s'occuper des mourants. La fille qui convoitait mon argent me devait maintenant de l'argent. La dernière tentative de manipulation est venue quelques semaines plus tard. Une lettre que m'a remise son avocat commis d'office. L'écriture, autrefois l'élégante écriture en boucle que je lui avais enseignée, était maintenant un gribouillage tremblant et presque illisible. La lettre était une longue plainte apitoyée. Maman, commençait-elle. Je sais que j'ai fait une erreur, mais je ne suis pas un monstre. Vincent m'a rempli la tête d'idées. Il m'a promis une vie que je n'ai jamais eue. J'étais aveugle. J'avais peur. Il me donnait des anxiolytiques qui me rendaient confuse. Je ne savais pas ce que je faisais. Maintenant je suis seule,
Sans rien. Condamné à nettoyer des vieux pendant 5 ans. C'est une humiliation que je ne mérite pas. S'il te plaît. Maman. Je suis ta fille. La seule chose qui te reste au monde. Pardonne-moi. Dis au juge que tu me pardonnes. Peut-être qu'ils allégeront ma peine. J'ai besoin de toi. J'ai lu la lettre. Le cœur lourd. L'histoire de la victime contrainte. Elle n'assumait aucune responsabilité. La faute était sur Vincent. Sur les médicaments. Sur la peur. Et l'appel au pardon n'était pas un acte de contrition. C'était un outil. Une dernière tentative désespérée pour réduire sa peine. Mon amour était, une fois de plus, utilisé comme une arme contre moi. J'ai discuté de la lettre avec François autour d'un café. Lui, avec sa vieille sagesse de flic, fut direct. Elle t'utilise encore, Éléonore. Elle utilise ton pardon comme une clé pour sortir de prison plus tôt. Ne tombe pas dans le panneau. J'ai passé une nuit blanche. Le cœur déchiré entre la douleur de la femme trahie et la douleur résiduelle de la mère. Le lendemain matin, j'ai écrit ma réponse. Elle était courte, ferme, mais pas cruelle. Claire, la justice des hommes t'a déjà donné sa sentence. La mienne n'allégera pas ton fardeau. Le chemin vers le pardon est long. Et il ne commence pas par des excuses, mais par la vérité. La vérité que tu dois d'abord te dire à toi-même. Quand toi, et non un avocat, pourra me regarder dans les yeux et me dire pourquoi tu as menti. Pourquoi tu as accepté d'effacer ma vie pour de l'argent? Alors peut-être que la porte d'une conversation pourra s'ouvrir. D'ici là, je prie pour que tu trouves dans ton service communautaire la dignité que l'argent n'aurait jamais pu te donner. Avec tristesse, ta mère. J'ai donné la lettre à François, qui l'a transmise à son avocat. Et avec cela, j'ai clos le chapitre. La rédemption de Claire, si elle venait un jour, devrait être méritée et non négociée. Ma propre vie, libérée de ce poids, a commencé à s'épanouir. Mes cours de cuisine informelle à la soupe populaire sont devenus une sensation locale. Les astuces d'Éléonore sont devenues un petit événement. Je n'enseignais pas seulement des recettes. J'enseignais l'alchimie de transformer des ingrédients simples en affection. De transformer l'acte de nourrir en un acte d'amour. L'argent sur mon compte d'épargne, le même argent qui avait failli être volé, avait maintenant une nouvelle destinée. Avec l'aide de François, j'ai créé une petite fondation, le Fonds Arthur et Éléonore Valois. Avec lui, j'ai financé l'achat mensuel de produits frais et de viande pour la soupe populaire et pour l'EHPAD même où Claire purgeait sa peine. C'était ma façon de transformer le mal en bien. De redonner à la communauté ce que mon mari et moi avions construit au cours d'une vie de travail honnête. Un après-midi, j'étais à la cuisine de la paroisse, montrant à un groupe de jeunes mères célibataires comment faire du pain maison. L'odeur de levure et d'espoir emplissait l'air. J'ai regardé leurs visages attentifs, leurs mains couvertes de farine, et j'ai ressenti un sentiment de paix. Un sentiment de but que nulle somme d'argent à la banque ne m'avait jamais donné. Moi, la cuisinière, la femme qui avait pendant des années servi une famille qui la méprisait, j'avais trouvé une nouvelle table à servir. Une table plus grande, plus affamée, plus reconnaissante. Et en nourrissant les autres, je nourrissais enfin, véritablement, ma propre âme. Le festin de ma nouvelle vie ne faisait que commencer. Et pour la première fois, tous les invités étaient les bienvenus. Les années qui suivirent la condamnation furent comme la lente guérison d'une blessure profonde. D'abord, il y eut la douleur aiguë et constante. Puis,
La formation progressive d'une cicatrice. Et enfin, l'acceptation tranquille que la marque, bien qu'estompée, ferait à jamais partie de moi. Ma vie, cependant, s'épanouit autour de cette cicatrice avec une force que je ne me connaissais pas. Mon petit appartement de Belleville, autrefois un lieu de silence hanté, devint un centre d'activité douce. Le fonds Arthur et Éléonore Valois prospéra, non pas en taille, mais en impact. Avec l'argent qui était autrefois convoité pour financer une vie de luxe vide, nous nous assurions que le garde-manger de la maison Saint-François soit toujours plein. Le nom de mon mari, un homme simple et honnête, devint synonyme d'un repas chaud pour des dizaines de familles qui luttaient pour joindre les deux bouts. C'était un héritage de nourriture, bien loin de l'héritage de cupidité que Vincent avait envisagé. Arthur aurait été si fier. Mes cours de cuisine pour les jeunes mères du quartier devinrent le clou de ma semaine. Je leur enseignais plus que des recettes. Je leur enseignais l'économie domestique, l'art de tirer le meilleur parti de chaque euro, de transformer des ingrédients humbles en repas nutritifs et savoureux. Je partageais les astuces que j'avais apprises en 50 ans de cuisine, tant dans les grandes maisons que dans les plus modestes. Comment faire une tourte savoureuse avec les restes d'un poulet rôti? Comment faire un pain qui avait le goût du luxe mais ne coûtait que quelques centimes? Comment faire une soupe qui pouvait réchauffer non seulement le corps, mais aussi l'âme? Je suis devenue Éléonore, pour la communauté. Une matriarche dont les conseils et l'assaisonnement étaient également appréciés. Quant à Claire, les nouvelles arrivaient au compte-gouttes, apportées par François, qui continuait de prendre de mes nouvelles régulièrement. Il avait un contact au sein du système étatique qui lui donnait des informations discrètes. Ma fille purgeait sa peine à l'EHPAD de l'Espérance, une institution sinistre et sous-financée à l'autre bout de la ville. Les premiers mois, les rapports étaient sombres. Elle était une ombre de ressentiment, accomplissant ses tâches mécaniquement, nettoyant les chambres et changeant les draps souillés avec une rage silencieuse et bouillonnante. Elle était une paria parmi les autres membres du personnel, qui connaissaient son histoire et la traitaient avec un mélange de mépris et de peur. Mais le temps, et la confrontation quotidienne et implacable avec la fragilité et la solitude de la vieillesse, commencèrent à opérer une transformation lente et profonde. Elle était entourée de personnes qui avaient tout perdu: leur santé, leur maison, leur famille, leurs souvenirs. Dans leurs yeux vides et leurs mains tremblantes, elle commença à voir le reflet de sa propre pauvreté spirituelle. Tu devrais la voir, Éléonore, me dit François au téléphone un soir, environ un an après le début de sa peine. Sa voix contenait une note de surprise authentique. Mon contact dit qu'elle a changé. Ce n'est plus cette fille gâtée. L'autre jour, il l'a vue assise pendant plus d'une heure à côté d'une femme atteinte d'un Alzheimer avancé, lui tenant simplement la main et fredonnant de vieilles chansons. La vieille dame était agitée, et Claire l'a simplement calmée. Il dit qu'elle a le don pour ça. Un toucher doux. Une façon de faire avec eux qui. Eh bien, qui lui rappelle toi. Cette nouvelle fut la première lueur de lumière à travers une porte que je pensais avoir scellée à jamais. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas cherché à la contacter. Ce n'était pas le moment. Son changement devait être pour elle-même, pas pour moi. Lorsque la peine de 5 ans de Claire fut terminée, elle ne me contacta pas. À ma grande surprise, François m'informa qu'elle avait demandé à l'État de lui permettre de continuer à travailler à l'EHPAD de l'Espérance, cette fois en tant qu'employée contractuelle, pour le salaire minimum. Elle avait trouvé, dans sa punition, une vocation. Elle loua une minuscule chambre dans une pension de famille voisine, menant une vie de simplicité monastique, à des années-lumière des vêtements de marque et des dîners coûteux qu'elle et Vincent avaient autrefois convoités.
Elle construisait, pour la première fois de sa vie d'adulte, quelque chose par elle-même, aussi modeste soit-il. Le premier geste de réconciliation est venu à l'anniversaire de la mort d'Arthur. Comme chaque année, j'ai pris le métro jusqu'au cimetière du Père-Lachaise pour déposer un petit bouquet de chrysanthèmes blancs sur sa tombe. En approchant de la simple pierre tombale en granit, mon cœur a sursauté. Déjà posée sur la pierre polie se trouvait une petite gamelle en aluminium à l'ancienne. Le genre que je préparais pour Arthur chaque jour pendant 30 ans. Mes mains tremblaient en soulevant le couvercle. À l'intérieur se trouvait une portion parfaite de hachis parmentier avec une purée de pommes de terre et des haricots vers le repas préféré d'Arthur. À côté, une petite note simple, écrite sur un morceau de papier de cahier déchiré. De l'écriture familière de ma fille. Pour papa. Et pour la maman qui m'a appris à le faire. Avec un chagrin qui n'a pas de mots. Claire. Je me suis assise sur le banc de pierre froide en face de la tombe de mon mari. La gamelle sur mes genoux. Et j'ai pleuré. Non pas des larmes de tristesse, mais d'un espoir fragile et tenace qui commençait à germer dans le sol aride de mon cœur. Elle se souvenait. Après tout, elle se souvenait encore. J'ai décidé qu'il était temps. La semaine suivante, j'ai pris le long trajet en bus jusqu'aux confins de la ville. L'EHPAD de l'Espérance était encore plus sinistre de près que je ne l'avais imaginé. Un bâtiment de briques trapues qui semblait s'affaisser sous le poids de sa propre tristesse. Je suis entrée et j'ai demandé à la femme de l'accueil si je pouvais parler à Claire Morin. Je l'ai trouvée dans le jardin arrière. Une petite cour pavée avec quelques rosiers anémiques. Elle aidait un vieil homme frêle en fauteuil roulant, lui bordant doucement une couverture autour de ses fines épaules. Elle portait la simple blouse bleue d'une aide-soignante, les cheveux relevés en une simple queue de cheval. Quand elle a levé les yeux et m'a vue, elle s'est figée. Son visage était une toile de panique et de honte. Il n'y eut pas de grand discours, pas de déclaration dramatique. Nous nous sommes juste regardés à travers la petite cour. Un abîme de douleur et d'années entre nous. Ton hachis, dis-je finalement. Ma voix plus douce que prévu. Il était presque aussi bon que le mien. Tu as oublié la pincée de noix de muscade. Un sourire. Le premier vrai sourire non forcé que je voyais sur son visage depuis plus d'une décennie vacilla au coin de sa bouche. Je sais. Maman, dit-elle. La voix épaisse de larmes non versées. J'ai essayé. Mais je n'arrive jamais à retrouver ton assaisonnement. Un jour, dis-je, en faisant un petit pas de plus. Si tu veux, je t'apprendrai. Et c'est ainsi que nous avons recommencé. Avec une épice manquante et une porte entr'ouverte. Elle a commencé à me rendre visite le dimanche. Pas dans mon ancien appartement, que j'avais finalement vendu, utilisant les bénéfices pour renforcer la fondation, mais dans le nouvel appartement, plus petit et plus ensoleillé, dans lequel j'avais emménagé, à un pâté de maison de la maison Saint-François. Nos conversations étaient hésitantes au début, centrées sur le présent. Elle me parlait de son travail, des résidents dont elle s'occupait. Elle parlait d'eux avec une empathie profonde et tranquille que je n'avais jamais vue en elle auparavant. Elle me racontait leurs histoires, leurs petites joies, leurs pertes profondes. Et j'ai vu en ma fille une compassion, une force, que je pensais éteinte à jamais. Le geste final. La preuve que la récolte de mon amour et de ma douleur avait enfin porté son fruit le plus précieux. Est venu le Noël suivant. Claire m'a dit qu'elle avait un cadeau pour moi. Mais que c'était une surprise. Le matin de Noël, elle est venue me chercher dans sa vieille voiture cabossée. Nous allons quelque part. Maman, dit-elle, les yeux brillants d'une excitation secrète. Elle m'a conduite à la maison Saint-François.
La cuisine communautaire, normalement sombre et silencieuse le jour de Noël, était illuminée et pleine de vie. Une longue table avait été dressée dans la salle principale, décorée de guirlandes en papier faites à la main et de branches de pin. Et assis autour se trouvaient une douzaine des résidents les plus seuls de l'EHPAD, ceux qui n'avaient pas de famille pour leur rendre visite, ceux qui passeraient autrement la journée à regarder les 4 murs de leur chambre. Qu'est-ce que c'est que tout ça, Claire ? Ai-je demandé, la voix étranglée par l'émotion. C'est ton cadeau, maman, dit-elle en me tendant un tablier blanc propre. J'ai appris dans mon travail que la plus grande faim n'est pas celle de la nourriture. C'est celle du lien. Et je me suis souvenu comment tu transformais toujours la nourriture en amour. Alors, avec l'aide de mes collègues de l'EHPAD et des bénévoles de la paroisse, j'ai organisé ça. Nous l'appelons le déjeuner de Noël de la table d'Éléonore. Elle m'a ensuite conduite dans la cuisine. Sur la cuisinière, dans de grandes marmites fumantes, se trouvait un dîner de Noël complet d'indes rôties, farces, purée, sauce, tout préparé par elle et quelques autres bénévoles, en suivant mes recettes, qu'elle m'avait demandées au cours des semaines précédentes sous divers faux prétextes. Je ne pouvais pas t'acheter de bijoux, maman. Je n'ai pas d'argent pour ça, dit-elle, les yeux brillants. Mais je pouvais te donner ça. Une chance de faire ce que tu fais de mieux. Prendre soin. Et une chance pour moi d'être enfin ton aide. Ce jour-là, ma fille et moi avons cuisiné et servi côte à côte. Je l'ai regardée s'occuper des invités âgés avec une tendresse et un respect qui était le miroir des soins que je lui avais autrefois prodigués. J'ai vu la joie sur les visages de ces vieillards et de ces vieilles femmes, à qui l'on avait donné une famille pour une journée. À la fin du repas, Claire s'est levée et, d'une voix timide mais ferme, a levé son verre de cidre pétillant. J'aimerais porter un toast, dit-elle, ses yeux trouvant les miens à travers la pièce. À ma mère, Éléonore. Une femme qui m'a appris, de la manière la plus dure possible, qu'un véritable héritage n'est pas l'argent que l'on reçoit, mais le bien que l'on fait. Et que le meilleur assaisonnement de la vie est, et sera toujours, l'amour. Merci, maman, de n'avoir jamais abandonné. À cet instant, en regardant ma fille, les visages reconnaissants autour de la table, j'ai compris le véritable héritage d'Arthur. Ce n'était pas l'argent sur le compte d'épargne. C'était l'exemple. Un exemple qui, même à travers un chemin tortueux de douleur et d'erreur, avait finalement trouvé sa destination. Les valeurs avaient été transmises malgré tout. Je m'appelle Éléonore Valois. J'ai 78 ans. Et ma vie est riche. Riche d'amis, de buts, de fleurs à ma fenêtre, et riche d'une fille qui est devenue la femme que j'ai toujours rêvé qu'elle soit. Le déjeuner de la table d'Éléonore est devenu une tradition annuelle. Et chaque année, notre table s'agrandit. J'ai découvert que parfois, le plus grand acte d'amour d'une mère n'est pas de donner à ses enfants ce qu'ils veulent, mais d'avoir le courage de tout leur enlever, afin qu'ils puissent enfin découvrir la valeur incalculable de construire quelque chose par eux-mêmes. Les premiers dimanches où Claire est venue me rendre visite furent une danse délicate de non-dits. Nous nous déplacions dans la cuisine de mon nouvel appartement, un espace bien plus petit que celui de Belleville, mais rempli de tellement plus de lumière. Nous coupions les légumes dans un silence partagé et confortable. L'air entre nous était épais des fantômes de mots que nous ne pouvions pas encore prononcer. Trahison, pardon, douleur, chagrin. Alors, à la place, nous parlions la langue que nous comprenions le mieux, la langue de la nourriture. Un peu plus de sel dans le ragoût, je pense, disais-je.
Je pensais la même chose, répondait-elle. Et ce petit accord ressemblait à un traité de paix. Elle ne parlait jamais de Vincent. Son nom était une pièce fermée à clé dans la maison de notre passé. Et aucune de nous n'avait la clé. Ou peut-être le courage de l'ouvrir. J'ai appris par François qu'il avait été transféré dans un centre de détention de haute sécurité après une bagarre avec un autre détenu. Il avait disparu de nos vies aussi complètement que s'il n'avait jamais existé, ne laissant derrière lui que la terre brûlée de sa cupidité. Claire parlait plutôt de ses résidents à l'EHPAD. Elle parlait de Monsieur Henderson, un ancien pianiste de jazz dont les doigts, maintenant noués par l'arthrite, dansait encore sur le bord de sa couverture comme s'il jouait sur un clavier fantôme. Elle me parlait de Madame Gable. Une femme qui avait perdu l'usage de la parole mais dont les yeux, disait Claire, pouvaient raconter 1000 histoires. Elle avait appris à lire ces histoires, à comprendre la lueur de joie à la vue d'un oiseau par la fenêtre, l'ombre de la peur pendant un orage. En l'écoutant, j'ai vu une femme que je ne reconnaissais pas. La jeune fille agitée et insatisfaite, toujours à la poursuite du prochain objet brillant, avait disparu. À sa place se trouvait une femme d'une patience profonde et d'une force tranquille. Son travail n'était pas glamour. Il était dur, souvent ingrat et émotionnellement épuisant. Mais il avait gravé une nouvelle sorte de beauté sur son visage. Une beauté née non pas de crème coûteuse et d'un maquillage parfait, mais de l'empathie. C'était la beauté d'une âme qui avait été brisée puis minutieusement reconstituée, plus forte aux endroits brisés. Un dimanche, elle est arrivée avec une petite orchidée en pot. « C'est pour toi », dit-elle en la posant sur le rebord de la fenêtre. J'ai économisé pour l'acheter. Je sais combien tu aimes les fleurs. C'était un cadeau simple, mais monumental. C'était la première chose qu'elle m'ait jamais offerte qu'elle avait gagnée de ses propres mains, à la sueur de son propre travail honnête. J'ai touché l'un des pétales délicats et cireux, la gorge serrée par l'émotion. Elle est magnifique. Claire, ai-je murmuré. Merci. Le déjeuner de Noël de la table d'Éléonore devint notre point d'ancrage. Le seul jour de l'année où le passé et le présent pouvaient se rencontrer dans un espace de service pur et simple. La deuxième année, nous avons nourri 20 personnes. La troisième, 30. Cela a dépassé le cadre des résidents de l'EHPAD. Nous avons ouvert les portes à tous ceux du quartier qui étaient seuls à Noël, les personnes âgées, les veufs récents, les jeunes familles en difficulté. Ma petite fondation fournissait les fonds. Claire s'occupait de l'organisation. Et moi, avec mon armée de bénévoles de la maison Saint-François, je cuisinais. C'est lors de notre 4e déjeuner de Noël que la première vraie fissure est apparue dans le mur du silence entre nous. Nous étions dans la cuisine, côte à côte, à dresser des tranches de dinde. La salle à manger était remplie du joyeux bavardage de nos invités. Il aimait tellement Noël, dit soudain Claire. La voix basse. Elle n'a pas eu besoin de dire le nom. Nous savions toutes les deux qu'elle parlait d'Arthur. Il insistait toujours pour accrocher les guirlandes sur le sapin. Un fil à la fois. Il disait que ça ressemblait à des glaçons comme ça. J'ai arrêté ce que je faisais. Une cuillerée de sauce en suspens au-dessus d'une assiette. Je l'ai regardé. Ses yeux étaient lointains, perdus dans un souvenir d'une vie avant Vincent, avant que tout ne tourne si terriblement mal. C'est vrai, dis-je. Ma propre voix douce. Il avait plus de patience que n'importe quel homme que j'ai connu. Je m'énervais tellement contre lui. Avoua-t-elle, un triste sourire jouant sur ses lèvres. Je voulais juste tout jeter dessus et en finir. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas que la lenteur. Le soin. C'était ça le plus important.
Elle fit une pause, se tournant vers moi, les yeux brillants de larmes non versées. Je ne comprenais tellement de choses. Maman. C'était l'ouverture que j'attendais. Celle pour laquelle j'avais prié mais que je n'avais jamais osé demander. J'ai posé la louche et j'ai pris ses mains dans les miennes. Sa peau était plus rugueuse maintenant. Les ongles coupés courts et pratiques. C'étaient des mains de travailleuse. Dis-moi. Dis-je doucement. Aide-moi à comprendre. Et c'est ce qu'elle fit. L'histoire jaillit d'elle. Un torrent de honte et de regret. Elle parla de son profond sentiment d'insécurité. De son sentiment d'être moins bien que ses amis qui avaient épousé des hommes riches. Elle parla du charme de Vincent. De la façon dont il avait exploité cette insécurité. Lui promettant un monde où elle se sentirait enfin importante. Admirée. Il faisait paraître ça si simple. Si logique. Murmura-t-elle. La voix brisée. Il disait que tu étais vieille. Que ton argent ne faisait que dormir. Inutile. Il disait que c'était notre devoir de le libérer. De le mettre à bon usage. Il a tout tordu. Maman. Il a fait passer la cupidité pour une vertu. Et j'étais si faible. Si désespérée de le croire. Elle me parla des pilules. Il lui avait dit qu'elles étaient pour l'anxiété. Mais elle savait. Au fond d'elle. Qu'elle la rendait confuse. Docile. Il était plus facile de vivre dans ce brouillard que d'affronter la réalité monstrueuse de ce qu'il planifiait. Mais je ne peux pas accuser les pilules. Dit-elle. En me regardant droit dans les yeux. Son regard inébranlable. C'était le moment de vérité. J'aurais pu arrêter ça. Il y a eu tellement de fois où j'aurais pu dire non. Le jour où il m'a montré le testament falsifié. Le jour où il a ramené l'acte de décès. J'aurais pu crier. J'aurais pu appeler la police. J'aurais pu t'appeler. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Demandai-je. La question une douleur vive dans ma poitrine. Parce que j'étais une lâche. Dit-elle. Les mots bruts et brutaux. Et parce qu'une partie de moi. Une partie terrible et laide de moi. Le voulait. Je voulais l'argent. Je voulais la vie facile. Je te regardais. La vie que papa et toi aviez construite. Une vie d'épargne et de sacrifice. Et je la trouvais petite. J'en avais honte. J'avais honte de toi. Et c'est la vérité avec laquelle je devrais vivre pour le reste de ma vie. La confession flottait dans l'air entre nous. Crue. Douloureuse et totalement libératrice. Le dernier fantôme avait été exorcisé. La vérité. Dans toute sa laideur. Était enfin sur la table. Je l'ai prise dans mes bras. Serrant ma fille pour la première fois en près d'une décennie. Elle semblait mince. Fragile. Mais forte. Comme un roseau qui a plié dans la tempête mais n'a pas rompu. Elle sanglota contre mon épaule. De profonds sanglots convulsifs d'un chagrin longtemps contenu. Je la serrai fort. Lui caressant les cheveux. Mes propres larmes se mêlant aux siennes. Il n'y eut pas de mots faciles de pardon. Il n'y eut pas d'absolution magique. Il y avait seulement la réalité partagée de notre douleur. Et la promesse silencieuse et puissante d'un nouveau départ. Construit non pas sur des mensonges ou des illusions. Mais sur le socle d'une vérité terrible et purificatrice. L'assaisonnement. Ai-je murmuré dans ses cheveux quand ses sanglots se furent calmés. La noix de muscade dans le hachis. C'est la mère de ton père qui me l'a appris. Elle disait que c'était l'ingrédient secret. Ça ajoute une chaleur. Une profondeur qu'on ne peut pas vraiment nommer. Mais qui manquerait si elle n'y était pas. Elle se recula. Le visage strié de larmes mais clair. Chaleur. Répéta-t-elle doucement. Profondeur.
Je crois que je commence enfin à comprendre ce que ça signifie. À partir de ce jour, quelque chose a changé. La danse était terminée. Nous avons commencé à parler. Vraiment parler. Elle m'a raconté davantage sa vie. Les petits triomphes au travail convaincre un résident qui refusait de manger de prendre enfin une cuillerée de soupe. Recevoir un rare sourire édenté d'un homme perdu dans le brouillard de la démence. Elle trouvait son héritage non pas dans un compte en banque, mais dans ces petits moments sacrés de connexion humaine. Et je lui ai raconté ma vie. La joie que je trouvais dans mes cours. Les nouveaux amis que je m'étais faits. La satisfaction tranquille de voir le nom d'Arthur attaché à quelque chose de si bon et de si vivifiant. Nous étions deux femmes. Une mère et une fille. Qui avions traversé l'enfer et en étions revenus. Nous avions tout perdu. Et ce faisant, nous avions trouvé la seule chose qui comptait vraiment. Un après-midi de printemps, elle m'a appelé. La voix bourdonnante d'une excitation que je n'avais pas entendue depuis des années. Maman. J'ai une idée. Une idée folle. Mais j'ai besoin de ton aide. Je t'écoute. Dis-je en souriant au téléphone. La fondation. Comment s'appelle-t-elle ? Elle fait tellement de bien. Mais et si ? Et si on pouvait faire plus ? Et si on pouvait créer un lieu ? Pas une soupe populaire ? Pas un EHPAD ? Mais quelque chose entre les deux. Un endroit pour les gens comme mes résidents. Des gens qui sont seuls. Qui ont juste besoin d'un repas chaud et d'un visage amical pendant quelques heures par jour. Un café communautaire. Mais où la nourriture serait gratuite. Et la monnaie d'échange la conversation. Elle l'a appelé la table d'Arthur. Un lieu bâti sur les valeurs qu'il avait incarnées, la dignité, la communauté et le pouvoir simple et profond d'un repas partagé. L'idée de « la table d'Arthur » a pris racine dans nos cœurs et a grandi avec une vie propre. C'était un rêve audacieux, né des cendres de notre traumatisme commun. C'était la vision de Claire, alimentée par ses années d'expérience directe de la solitude écrasante des personnes âgées. Et c'était mon héritage. L'aboutissement d'une vie passée à transformer des ingrédients simples en expression d'amour. Nous avons décidé d'y consacrer tout ce que nous avions les fonds restants de la fondation. Notre temps. Notre énergie. Notre espoir. Nous avons trouvé une petite devanture de magasin négligé à louer à quelques rues de mon appartement. Une ancienne boulangerie aux vitrines poussiéreuses et à la peinture écaillée. Pour d'autres, c'était une horreur. Pour nous, c'était une toile vierge. Nous avons passé les 6 mois suivants à la transformer. François, maintenant pleinement retraité mais toujours aussi énergique, est devenu notre chef de projet officieux, faisant appel à de vieux amis des plombiers, des électriciens, des peintres qui travaillaient pour un prix juste et un approvisionnement régulier de mes lasagnes maison. Les bénévoles de la maison Saint-François et même certains membres du personnel en congé de l'EHPAD se sont joints à notre cause. Ils ont gratté la vieille peinture, poncé les sols et assemblé des meubles d'occasion que nous avons trouvés dans des dépôts-ventes. L'espace a lentement pris vie. Non pas avec l'éclat froid et impersonnel d'un restaurant commercial, mais avec le charme chaleureux et éclectique d'une maison bien aimée. Nous avons peint les murs d'un jaune beurre joyeux. Nous avons accroché des photographies encadrées de vieilles scènes de rue parisienne. Claire a rempli les rebords de fenêtres de pots d'herbes aromatiques romarin, thym, basilic dont l'odeur fraîche et verte a chassé les derniers fantômes de l'abandon. Claire était le cœur de l'opération. Elle s'occupait des permis, de la paperasse, de la logistique sans fin. J'ai observé avec admiration ma fille autrefois timide négocier avec les fournisseurs, organiser les plannings des bénévoles et parler avec une confiance tranquille qui était absolument captivante. Elle avait trouvé sa voie. Non pas en exigeant ce qu'elle estimait lui être dû, mais en défendant ceux qui n'avaient rien. J'en étais l'âme.
Mon domaine était la cuisine. Un espace professionnel et étincelant que nous avions conçu avec le reste de l'argent de la fondation. C'était la cuisine de mes rêves. Le jour où elle fut terminée, j'ai passé la main sur les comptoirs en acier inoxydable frais et j'ai ressenti un sentiment de retour à la maison si profond qu'il m'a fait monter les larmes aux yeux. C'était ma place. La table d'Arthur a ouvert un matin d'automne frais. Le genre de journée que mon mari aimait le plus. Nous n'avons pas fait de grande inauguration ni de cérémonie d'inauguration. Nous avons simplement déverrouillé la porte, mis une cafetière fraîche à couler et placé une simple pancarte peinte à la main à la fenêtre, un repas chaud et un accueil chaleureux. Tous sont invités. Notre premier client était un visage familier. Monsieur Henderson, l'ancien pianiste de jazz de l'EHPAD. Claire s'était arrangée pour qu'un bénévole l'amène. Il s'est assis à une petite table près de la fenêtre. Ses doigts noués tapotant un rythme silencieux sur le bois poli. Je lui ai apporté un bol de ma soupe de poulet à l'orge. La vapeur montant à la rencontre de son visage souriant. En moins d'une heure, l'endroit était plein. Des personnes âgées du quartier. Des parents célibataires avec de jeunes enfants. Des âmes solitaires en quête d'un moment de connexion. La pièce s'est remplie du bourdonnement bas et heureux de la conversation. Du cliquetis des cuillères contre les bols. Du son d'une communauté en train de naître. Claire se déplaçait dans la pièce comme une hôtesse gracieuse. Remplissant les tasses de café. Écoutant les histoires. Offrant un mot gentil ou une douce caresse sur l'épaule. Elle était radieuse. Elle ne servait pas seulement de la nourriture. Elle servait de la dignité. Je l'observais depuis le passe-plat de ma cuisine. Le cœur si plein que je pensais qu'il pourrait éclater. J'ai vu la façon dont le visage d'une vieille femme s'illuminait lorsque Claire complimentait son foulard. La façon dont un jeune homme timide se détendait lorsqu'elle lui demandait comment s'était passée sa journée. C'était son véritable héritage. Pas l'argent. Pas l'appartement. Ça. Cette capacité à voir l'humanité chez les autres. À offrir du réconfort sans jugement. À construire une table où chacun avait sa place. Nous avons trouvé un nouveau rythme. 4 jours par semaine. De 11h à 15h. La table d'Arthur était ouverte. Claire gérait la salle. Et je gérais la cuisine. Nous étions une équipe. Une machine bien huilée construite sur une base d'objectifs communs. Notre passé difficile n'a jamais été oublié. Mais il ne nous définissait plus. Il était devenu le terreau fertile d'où ce projet magnifique et vivifiant avait grandi. Un après-midi. Quelques années après notre ouverture. Une jeune femme est entrée. C'était une journaliste d'un journal local qui avait entendu parler de notre petit café. Elle s'est assise avec Claire et moi. Un carnet à la main. Et nous a demandé de lui raconter notre histoire. J'ai hésité. Nous n'avions jamais parlé publiquement de ce qui s'était passé. C'était notre cicatrice privée. Claire a tendu la main sur la table et a posé la sienne sur la mienne. C'est bon. Maman. Dit-elle doucement. Ça fait partie de l'histoire. Et donc? Nous lui avons raconté. Nous n'avons pas épargné les détails sordides de la cupidité. La trahison. L'arrestation. Mais nous lui avons aussi parlé de la guérison. Du pardon et de la rédemption qui avaient été trouvés dans l'acte humble de servir les autres. Lorsque l'article a été publié, j'étais terrifiée. Je pensais que les gens nous jugeraient. Qu'ils regarderaient Claire avec condamnation. Mais le contraire s'est produit. La communauté s'est ralliée à nous. Les dons ont afflué. Plus de bénévoles se sont inscrits. Les gens nous arrêtaient dans la rue. Non pas pour chuchoter ou pointer du doigt. Mais pour nous remercier de notre honnêteté. Pour partager leurs propres histoires de familles brisées et de pardons durement gagnés. Notre histoire de douleur privée était devenue un témoignage public de la résilience de l'esprit humain. Aujourd'hui,
J'ai 82 ans. Mes pas sont un peu plus lents. Et mes mains, bien que toujours habiles, sont tachetées par l'âge. Mais ma vie est plus pleine et plus riche que je n'aurais jamais pu l'imaginer. La table d'Arthur est florissante. Une institution de quartier bien aimée. Claire en est le cœur, l'âme et l'avenir. Elle ne s'est jamais remariée, n'a jamais eu d'enfant. Sa famille est la collection de belles personnes brisées qui se rassemblent à nos tables chaque jour. Elle a trouvé en eux un amour bien plus profond et durable que n'importe quelle romance. Parfois, dans les moments de calme avant l'ouverture, je me tiens dans ma cuisine. L'odeur du pain qui cuit et de la soupe qui mijote remplissant l'air. Et je regarde ma fille alors qu'elle arrange des fleurs sur les tables. Je vois en elle les meilleures parties de son père, sa force tranquille, son intégrité inébranlable. Et je vois, je l'espère, les meilleures parties de moi, mon amour pour prendre soin des autres. Ma conviction qu'un bon repas peut presque tout guérir. L'héritage pour lequel Arthur et moi avons travaillé si dur n'était pas un chiffre sur un compte en banque. C'était un ensemble de valeurs. Il a fallu un long et périlleux voyage. Un voyage à travers les coins les plus sombres du cœur humain. Pour que cet héritage soit vraiment revendiqué. Mais il le fut. Je m'appelle Éléonore Valois. Et je suis cuisinière. J'ai appris que la vie peut vous servir les plats les plus amers. Elle peut vous servir la trahison. Et la perte. Et un chagrin si profond que vous pensez qu'il vous consumera. Mais si vous êtes courageux. Et si vous êtes patient. Et si vous n'oubliez jamais. Jamais l'ingrédient secret qui est. Et sera toujours. L'amour, vous pouvez transformer même le repas le plus amer en un festin. Un festin pour les affamés. Un festin pour les solitaires. Un festin pour l'âme. Et à ma table, tout le monde est le bienvenu.